Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Quand Aurélie rencontre son mari, qui passe à ce moment-là le concours de diplomate, c'est une évidence pour elle qu'elle le suivra, quoi qu'il en coûte. Ensemble, on revient sur la vie qu'elle mène à ses côtés, à travers le monde. Être conjoint suiveur n'est pas forcément facile, et encore moins quand on sait que l'on va devoir se reconstruire professionnellement et socialement tous les 4 ans, tandis que l'autre continue petit à petit à gravir les échelons dans sa carrière. Aurélie nous parle à cœur ouvert de leurs différents déploiements, au Maroc, au Canada, en Belgique et maintenant en Australie. Bien sûr, on parle des clichés sur les femmes de diplomates et de ce rôle qu'elle a accepté d'avoir, mais aussi sur ce métier qui fascine. On parle aussi des sacrifices que cela peut représenter pour trouver sa place et s'épanouir autant que l'autre dans cette équation. Vous l'aurez compris, l'adaptabilité est le maître mot de ce mode de vie, et ce n'est pas pour en déplaire à Aurélie qui nous raconte tout ce que cette vie aux 4 coins du monde lui a appris sur elle, et notamment cette soif de voyage qui s'est révélée. Avec cette envie insatiable de repartir vers une nouvelle aventure et de tout recommencer de nouveau, on peut dire qu'elle y a finalement pris goût. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Aurélie. Bonjour Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci de m'accueillir ici. Ça me fait super plaisir de parler avec toi aujourd'hui, surtout qu'on va parler d'un sujet qui n'a encore jamais été abordé dans le podcast, c'est-à-dire les voyages, expatriation, immigration diplomatique. Oui, mais très heureuse de pouvoir parler de mon parcours ici et d'un sujet qui n'a jamais été abordé de par le passé. Merci beaucoup en tout cas pour ta proposition de témoignage. Je vais commencer par te demander de te présenter donc pour les auditeurs, nous donner ton prénom, ton âge, nous dire d'où tu viens et puis nous dire en 2-3 mots ton parcours pro. Moi c'est Aurélie, je suis belge, j'ai bientôt 40 ans et je suis juriste de formation et j'enseigne aussi le français à l'étranger. Ah génial. Et est-ce que tu peux nous dire d'où te vient toi la passion pour le voyage ? Donc ma passion pour le voyage, ça a commencé au moment de décider de partir en Erasmus. Donc j'ai fait des études de droit et j'ai décidé de faire un stage à Lisbonne et ensuite un Erasmus à Coimbra au Portugal. Et ça a été une révélation pour moi de découvrir d'autres cultures, d'autres langues à ce moment-là. Et toi, quel type de voyageuse tu es ? Je suis plutôt aventurière, j'aime pas trop la routine. Voilà, j'aime bien voyager sac à dos, etc. Bon, ça change un peu avec des enfants, mais... Ouais, c'est ça. Ça évolue de toute façon toute notre vie, je pense. Je veux bien que tu nous racontes déjà en premier comment est-ce que tu as rencontré ton mari, parce que c'est un petit peu de ce fait, si j'ai bien compris, que tu voyages et tu émigres à droite, à gauche dans le monde. Oui, donc après mes études de droit, j'ai décidé de continuer mes études et j'ai hésité à ce moment-là entre justement les relations internationales ou une voie plus classique. Et j'ai finalement choisi la voie classique, malgré que l'idée de repartir, ça m'a guetté longtemps. Et finalement, le destin m'a rattrapée parce que quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon cher étant donc Julien. On s'est rencontrés à Bruxelles et en fait, un de nos premiers rendez-vous, c'était au pied de la Commission européenne, où c'était assez révélateur. Ouais. Et il Ça m'a met dans très le bain vite... tout de suite. Voilà, il m'a très vite annoncé qu'il avait réussi le concours diplomatique et en toute franchise que voilà qu'il allait partir à l'étranger assez rapidement. Alors voilà, d'un côté c'était mon rêve de rencontrer quelqu'un qui avait une passion du voyage et de pouvoir repartir, et puis de l'autre voilà laisser mes projets professionnels, une carrière derrière moi, ça a été quand même assez compliqué. C'est ça, puis pour une personne que tu viens tout juste de rencontrer aussi, j'imagine quoi.
Voilà, c'était assez rapide. Bon, on a quand même eu 1 an en Belgique, mais Ouais. voilà, juste le temps de faire ses bagages et de partir. Et puis voilà, j'étais jeune aussi, j'avais 25 ans, donc j'avais pas encore beaucoup travaillé. Mais je veux bien que tu nous expliques ce que c'est donc le concours diplomatique. Quel métier c'est concrètement? Parce qu'on se fait beaucoup d'idées sur ça. Concrètement, quel métier on fait et c'est quoi les études diplomatiques? Donc Julien, lui, il a étudié les sciences politiques. Il a toujours été passionné par tout ce qui était relations internationales. Il adore les langues. En fait, depuis qu'il a 12 ans, il prenait des cours de langue, des cours du soir, etc. Et donc, il a toujours eu en vue. Alors, en Belgique, on doit passer un concours. Donc, en fait, on peut faire un peu les études qu'on souhaite, du moment que c'est universitaire en général. Donc, un master, peu importe quel master. Maintenant, ça facilite les choses si c'est en lien avec la fonction. Et le concours, c'est organisé un peu de manière irrégulière. Donc en fait, parfois, il y en a un par an, parfois pendant 2 ans, il y en a pas. Donc voilà, une fois que c'est organisé, il faut foncer. Et là, ça dure 1 an et demi avec des épreuves, un jury, des examens de langue, de sciences politiques, de relations internationales. Et donc voilà, c'est 1 an et demi où on passe son temps finalement à étudier. C'est génial. Ça me fait rêver. C'était son rêve de faire ça. Il a Ah toujours, d'accord, il enfin a voilà, il a toujours voulu toujours faire voulu ça. faire ça et il se voyait pas dans une autre carrière. Et donc voilà, il a passé une première fois le concours. Et donc il l'a passé une première fois, mais très jeune. Donc je pense qu'il était encore avec peu d'expérience, etc. Et là, il l'a raté de peu et puis il a représenté et là, il l'a réussi la deuxième fois. Donc après, tu fais un stage de 2 ans avec plus ou moins une année en Belgique et une année à l'étranger. Et donc en fait, l'année en Belgique, c'est surtout les institutions européennes, voyager dans l'Union européenne, etc. Donc il y a des voyages, enfin, c'est assez pratique. Et la deuxième année, c'est à l'étranger. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, il a terminé son stage au Maroc. En fait, c'était notre premier poste. Alors, le travail de diplomate en tant que tel, bah, c'est surtout représenter son pays à l'étranger et un petit peu écrire sur les positions de son pays par rapport à telle ou telle problématique avec l'actualité. Maintenant, ben voilà, représenter son pays, c'est aussi voilà aller à la rencontre d'autres pays, d'autres collègues diplomates, aussi les collègues locaux. Quand il est à l'étranger, ben, c'est rencontrer des personnes du pays en tant que tel. Il écrit beaucoup, il lit énormément, donc voilà la presse, aussi bien la presse du pays que la presse belge, presse française, presse internationale. Il passe tous les jours 2 heures à lire la presse et puis écrire des articles, aller à des réunions, représenter un petit peu les positions à chaque fois sur tel ou tel thème. Ça, c'est principalement son job. Et on parle aussi d'ambassadeur. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est deux appellations pour le même métier? Donc, ambassadeur, ben, c'est un petit peu l'aboutissement de la carrière d'un diplomate. Donc, on commence comme diplomate D'accord. stagiaire. Et puis après ça, tu deviens diplomate. En fait, il y a différentes catégories. Tu évolues en Ok. fonction de ta seniorité. Et à la fin, ben, tu rêves bien sûr de devenir ambassadeur. Alors, il y a certains diplomates qui le deviennent plus jeunes en fonction de leur ancienneté. Ça dépend aussi des postes que tu as fait. Forcément, si tu pars en Afghanistan, voilà, tu vas être récompensé plus vite. Et voilà, ça dépend un peu des postes que tu vas faire aussi, de ton évolution, si tu es passé par des institutions européennes. Ça dépend de ton parcours à chaque fois. Maintenant, il y a aussi, voilà, en tant que diplomate, tu peux être aussi consul. En fait, tu peux être conseiller politique et économique, tu peux être aussi consul. Donc le consulaire, là, c'est plus justement aller à la rencontre des gens dans le pays quand il y a des problèmes de passeport, il y a un accident de car, il y a un décès d'une personne nationale, des choses comme ça. Et donc ça fait aussi partie du quotidien d'un diplomate. Donc, enfin voilà, il faut être un petit peu voué plus à des compétences sociales, alors aller à la rencontre des gens qui sont de passage dans un pays, mais parfois dans des circonstances un peu plus, parfois tragiques, parfois, voilà, c'est différent. Donc, vous, comme tu disais, vous partez une première année donc au Maroc. Et toi, bon, tout de suite, t'es emballée, t'es contente de partir. T'es dans quel état d'esprit, toi? Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le voyage, ça, enfin voilà, ça m'a toujours tenté, etc. Maintenant, quand il s'agit de faire ses valises et de s'expatrier, c'est encore autre chose. Et bon, là, j'avais 25 ans. Partir au Maroc, je me disais, mais quelles sont mes perspectives de travail, mes perspectives sociales sur place, etc. Et puis en fait, ça s'est passé très vite. Hein, donc son stage, les affectations, on a dû décider en 48 heures. On avait 4 pays.
Et on a obtenu le Maroc, c'était notre deuxième choix. C'était quoi les autres pays? Donc on avait le Maroc, le Pérou, l'Azerbaïdjan et la Roumanie, donc 4 pays très Wow. différents. Ouais, c'est clair. Et en fait, on avait mis, on était jeunes, sans enfants, on avait envie de voyager, on avait mis le Pérou. L'Amérique latine, ça nous tentait, voilà. Donc, on avait mis le Pérou en premier, puis on a eu le Maroc, puis la Roumanie, puis l'Azerbaïdjan. Alors voilà, c'est clair que voilà, certains pays pour moi, en tant que compagne, l'Azerbaïdjan, voilà, je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir Ouais. faire, à part apprendre le russe où la langue locale c'est l'azéri et l'anglais c'est seulement en troisième langue, donc au niveau professionnel, social, ça pouvait être quand même assez compliqué. Ouais, vous avez fait les choix aussi en fonction un peu de ton avenir, entre guillemets, de ce que tu allais pouvoir faire aussi dans ces pays. Voilà, on essaye toujours qu'il y ait un compromis un peu entre nous deux. Bah Bon, ouais. voilà, ça a toujours été un petit peu avec mon conjoint, essayer que voilà, on soit tous les deux quand même d'accord sur la destination, même si on n'a pas toujours forcément le choix. On a un certain nombre de pays. On doit faire une shortlist et puis ils nous attribuent un des pays de la liste. Parfois même c'est un pays qui n'est pas sur la liste. Bon, jusqu'à présent on a toujours eu Parfois une un petite pays qu'on surprise, c'est avait ça? choisi. Voilà. Donc on peut parfois, surtout quand on est jeune diplomate, on est à peu près à partir n'importe où et le Ouais, conjoint, il d'accord. doit suivre. Voilà. Et donc alors, vous restez 1 an au Maroc, ton mari est en stage, donc ça lui sert à valider son diplôme? Il avait déjà donc son diplôme, mais c'est vrai que là, il va être nommé diplomate au terme de son année de Ok, stage. Et il continue en fait en poste, mais en tant que voilà diplomate nommé. Et donc normalement les postes c'est 4 ans. Et donc là il a fait 1 an de stage et on est resté 4 ans et demi, un peu plus de 4 ans et demi sur place. donc à Rabat. Voilà, donc ça nous a évité de devoir rechanger de pays à nouveau. Et on est resté 4 ans, on a passé quatre belles années. En fait, le Maroc nous a vraiment bien surpris Une comme belle pays. surprise, Enfin, on a c'est ça? adoré, Ouais. ouais, on a adoré vraiment une belle qualité de vie, tellement de choses à découvrir. Et puis, oui, pour travailler avec un climat comme le climat du Maroc, c'est vraiment l'idéal. Donc, on est resté 4 ans. Là, on a eu nos 2 enfants qui sont nés donc à Rabat. Waouh, ok. Voilà, et j'ai pu aussi travailler. Donc, à la base, le travail des conjoints n'était pas autorisé au Maroc. Parce qu'il faut toujours une convention entre les deux pays qui autorise l'époux de diplomate à pouvoir travailler. C'était pas le cas. Mais finalement, c'est un pays où tout s'arrange, tout se négocie, donc voilà, finalement, Waouh, ça a ok. été possible. Et donc toi, t'as fait quoi pendant ces 4 ans? Bon, t'as eu aussi des enfants, donc peut-être que t'as pas beaucoup travaillé. Oui, avant d'avoir des enfants, là, j'ai travaillé dans mon domaine, en fait, assez Ah, paradoxalement. super. J'ai trouvé une boîte de conseil à Casablanca. Donc, je faisais Rabat-Casablanca, c'est plus ou moins 100 kilomètres tous les jours. Ah, quand même. Et là, j'avais un patron français et je travaillais avec des Marocains, mais tous des Marocains qui avaient étudié à Paris. Donc en fait, j'étais pas trop dépaysée non plus. Et j'ai fait du droit des affaires, mais au Maroc, quoi. Donc voilà, c'était très intéressant. J'ai fait ça pendant plus de 2 ans. Et puis voilà, quand j'ai décidé d'avoir des enfants, faire les navettes entre Casa et Rabat, c'était pas possible. Donc là, il a fallu un petit peu me réinventer, me réorienter. J'ai finalement fait une formation pour enseigner le français langue étrangère. C'est un petit Ah, peu ouais, un créneau chez beaucoup de femmes de diplomates. En fait, j'en ai rencontré c'est beaucoup. ça. Ce que j'allais t'en parler, c'est vrai qu'en fait, bah, ton mari, lui, vient, il a une sorte de mission pour tant d'années. Toi, tu dois te réinventer à chaque fois, mais je me dis, tu sais que c'est pour 3, 4 ans, genre, c'est limite temporaire. C'est fou ça comme... Enfin, c'est un état d'esprit quand même particulier dans lequel faut se mettre à chaque fois. Commencer, construire des choses, puis recommencer après dans un autre pays. Donc, ouais, c'était Oui, c'est vraiment... vrai qu'avec les années, enfin, j'en parlais encore avec mon conjoint juste hier. Avec les années, je me dis, c'est vrai que enfin, voilà, ça fatigue un peu aussi de changer. Enfin, voilà, j'ai fait quand même une vingtaine de jobs différents et je me dis, mais quand est-ce que Waouh. je vais poser mes valises dans un seul job? Et finalement, bah, c'est aussi très enrichissant. Donc, il n'y a pas de routine en fait. Mais évidemment, mais il y a toujours des bons et des mauvais côtés de toute façon, évidemment. Voilà, donc, mais c'est vrai que, donc là, au niveau des emplois, des femmes de diplomates, il y a certaines femmes qui travaillent pas, voilà, qui essayent de profiter du pays, ou bien qui trouvent des passions, des hobbies. Il y a des femmes qui enseignent le français langue étrangère, il y en a qui travaillent dans les relations internationales, enfin, il y a un peu de tout. Voilà, le tout c'est je pense, de vraiment trouver, c'est important d'avoir une activité pour soi-même et de trouver un créneau qui est possible.
Et donc vous partez comme ça donc à Rabat, mais bon, on va parler aussi évidemment des autres pays où vous êtes allés. Mais est-ce qu'il y a aussi cette, bon, j'imagine un peu la peur de l'inconnu forcément quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas, mais aussi de l'aspect social, c'est-à-dire vous arrivez, vous connaissez personne. Comment ça se passe aussi à ce niveau-là? Oui, donc au niveau social, ben oui, c'est toujours un petit peu, il faut tout recommencer à zéro. Donc c'est vrai qu'on a, quand on a des bons amis dans un poste et puis après, c'est leur dire au revoir et recommencer la même chose de l'autre côté. Maintenant, bah, c'est un monde qui est assez petit. Il y a beaucoup d'expats en général dans les capitales. Il y a toujours des associations d'expats qui existent. Le fait de travailler, ça aide quand même beaucoup aussi à rencontrer des personnes du pays. On essaye toujours de faire un peu enfin voilà, moi j'ai toujours besoin de rencontrer des gens du pays et puis d'avoir quand même un petit réseau d'expatriés ou des personnes voilà qui parlent ne fût-ce que la même langue ou qui parlent anglais, qui sont un peu comme moi, qui sont dans le même genre de situation. Avoir un peu des deux en fait. Et donc voilà, au début c'est toujours un peu compliqué, il y a quand même un peu de solitude dans l'expatriation. Mais après 2, 3 mois, on commence à se constituer un réseau. Puis il y a pas mal de rencontres et on recroise aussi des expats, parfois de poste en poste, qui ont connu un tel qu'on a connu à tel endroit. Et donc parfois il y a quand même un réseau qui se crée finalement. Mais du coup, quand vous partez par exemple dans un pays, vous vous dites: «Ah bah oui, il y a aussi telle personne, qui y travaille, il y a aussi une famille». Vous êtes mis un peu en contact aussi comme ça, Oui, ben on essaye. Voilà, c'est vrai que par exemple pour bah, le pays actuel, l'Australie, on avait des bons amis qui vivent à Sydney depuis un certain nombre d'années qu'on a rencontrés à Bruxelles. Et donc elle est australienne et lui il est belge. Et bah, ça a été un peu notre point de départ de connaître déjà une famille non loin de là où on va vivre en fait. Donc c'est bien d'avoir finalement déjà des contacts avant d'y aller. Et c'est parfois aussi des amis d'amis qui connaissent quelqu'un qui vit là-bas et donc d'échanger, même si c'est voilà des personnes qu'on ne connaît pas au départ, mais c'est parfois via un autre contact. C'est quand même un milieu où les gens s'entraident beaucoup. On est tous un peu dans la même réalité. On est loin de notre famille, loin de notre pays, donc vous voilà, comprenez. les gens sont sympas et l'important c'est vraiment de pas rester tout seul. C'est pour ça aussi que moi j'ai toujours travaillé parce que je pense que c'est ce qui m'a toujours permis aussi de rencontrer du monde. Et de sortir aussi d'un côté d'avoir des amis expats, mais aussi de sortir un peu du milieu diplomatique qui est quand même assez stéréotypé et d'avoir un peu des amis des deux côtés, quoi, des amis du milieu diplomatique. OK, oui, tu restes pas forcément qu'avec les femmes de Non, diplomates, j'essaye, en fait. enfin, voilà, en fait, les 2 sont enrichissants. D'un côté, c'est bien d'avoir des femmes qui vivent la même chose, de l'autre, moi, en fait, ma difficulté que j'ai eue notamment au Canada, c'est que les femmes de diplomates au Canada, elles étaient, beaucoup plus âgées que moi et donc en fait, je me voyais pas dans un club, de bridge, ou ce genre de choses donc j'allais plutôt vers des gens, de ma génération et donc ça dépend des pays, en fait. Ici, par exemple, en Australie, c'est beaucoup plus jeune. Au Maroc aussi, j'avais beaucoup de familles, de couples sans enfants. Donc voilà, selon les postes, en fait, ça peut varier. Voilà, dans certains pays, je dirais que c'est plus facile que dans d'autres, en fait. Enfin, il faut chaque fois se réadapter, hein. Et donc vous rentrez parce que vous avez fait les 4 ans, et demi. Comment ça se passe, en fait, aussi entre les postes? Donc après le Maroc, on rentre pas, donc on va repartir. Oui, Ah, vous rentrez pas. en fait, voilà. Mais je sais Direct! que voilà, pour les diplomates français, c'est différent, mais pour les diplomates belges, c'est toujours 2 postes et puis un retour au pays. Waouh, OK, et les 2 postes sont la même durée? Généralement, oui, c'est 3, 4 ans. Alors quand c'est plus dur, on reste 3 ans. Quand c'est plus facile, on prolonge. Alors on peut prolonger jusqu'à 5 ans, mais alors il faut plutôt une raison précise, un enfant qui doit passer le bac ou quelque chose de ce type-là. Mais de manière générale, la durée, c'est 4 ans. Donc 2 postes de 4 ans. Donc après le Maroc, on part 4 années au Canada. Et puis après, on revient en Belgique. Et là, c'est 3 ans, mais aussi prolongeable. Ah, 3 ans, Ouais. après en Belgique. OK. Quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de rentrer minimum 3 En ans, si tant je comprends que bien? diplomate, oui, c'est vrai que par exemple les consuls rentrent moins, mais les diplomates généralement rentrent après 2 postes parce que justement dans leur métier, c'est important qu'ils représentent leur pays, donc qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. Parce que voilà, si on OK, passe oui, bah, oui, 15 ans à intéressant. l'étranger, on oublie un petit peu comment fonctionne. Donc c'est vrai que voilà, on est quand même censé être là pour représenter son pays à l'étranger. Donc je pense que c'est vraiment l'objectif de retourner après 2 postes.
Et puis ça fait du bien aussi de revoir la famille, les amis. Complètement. Et donc pour le Canada, vous aviez quoi comme choix de pays? Comment ça s'est fait? Alors le Canada, on avait une liste beaucoup plus grande et on a eu plus de temps. Donc Maroc, c'était 48 heures, un week-end, il y avait 4 candidats, c'était beaucoup plus rapide. Oh là là, le stress. Oui, c'est ça, c'était un peu plus bon, je pense que c'est parce que voilà, il était en stage, il était dans une promotion intermédiaire, mais voilà, Canada, on a quand même eu 4-5 mois pour se préparer à partir et on a eu une shortlist aussi, on avait 1 ou 2 mois pour se décider, donc c'était quand même un peu plus réalisable. Et là, je me souviens qu'on avait la Suisse, Genève sur la liste. On avait aussi mis New Delhi en Inde. Voilà, ça c'était, je pense que New Delhi c'était notre troisième choix, deuxième choix Genève, et finalement on a eu Ottawa au Canada qui était notre premier choix. Ah, donc super, c'était ce que vous vouliez. Donc on était super contents en fait, oui. Bon après, c'est aussi les shortlists, c'est toujours important de faire un peu un équilibre entre des pays difficiles et des pays faciles. Le diplomate doit quand même se montrer flexible et pouvoir s'adapter et pas mettre que des pays faciles entre guillemets, enfin au niveau hardship. Et donc voilà, on avait mis, enfin voilà, New Delhi, c'est pas que c'est difficile, mais c'est quand même très très différent de nos 2 premiers choix. Maintenant, notre crainte, ben, c'était plus, voilà, on avait 2 jeunes enfants de 2 ans et 4 mois, donc New Delhi, au niveau sanitaire, on avait quand même, voilà, on avait quand même un peu de crainte, mais bon, on était prêt quand même à partir. Parce que voilà, en fait, il faut être prêt à partir un peu n'importe où, finalement, dans toutes les capitales du monde. Bon, on essaye d'éviter quand même les pays en guerre, où là, c'est généralement plus des célibataires sans enfants qui partent. Mais voilà, maintenant, tout est possible. Et à quel point vous êtes aidé pour ce qui est déménagement, parce que vous faites quand même beaucoup ça. Oui, bon, on est quand même bien aidé. Bon, on est aidé financièrement déjà d'une part, donc ça c'est quand même une épineur du pied. Et puis au niveau des démarches, bon, on a un certain nombre de démarches à effectuer, mais voilà, c'est quand même des sociétés de déménagement internationales qui ont l'habitude de s'occuper de ce genre de choses, qui vont emballer, qui vont gérer l'aspect du transport du container, etc. Maintenant, ben voilà, il faut quand même chaque fois se réadapter. Ici, ben, pour notre départ en Australie, ça a mis plus de 4 mois entre le moment où on a quitté la Belgique et le moment où on a reçu notre déménagement. Donc voilà, et on ne sait pas exactement quand le déménagement va arriver. Il peut rester des semaines dans les ports. On n'a pas toujours les bonnes informations, donc on doit chercher un logement qui est vide forcément pour pouvoir accueillir ses affaires. Et finalement, comme on ne sait pas quand on arrive, ben voilà, parfois on est obligé finalement de camper, quoi. Mais ça fait partie du challenge. C'est ça à chaque fois. Et donc là, vous êtes resté combien de temps finalement au Canada? Donc au Canada, on est resté 4 ans. Donc on a passé vraiment 4 belles années à Ottawa. Et toi, t'as fait quoi du coup pendant ces années? Alors là, j'ai enseigné le français, donc j'ai poursuivi dans cette voie-là, Mais oui, parce que Ottawa est anglophone et donc les Canadiens anglophones sont très intéressés d'apprendre le français parce que voilà, c'est juste à côté du Québec aussi. Et ils ont des examens à passer, notamment tous les gens qui travaillent pour le gouvernement, ben, ils ont des examens de français à passer pour pouvoir progresser dans leur carrière. Donc, en fait, je me suis vraiment consacrée à ça. En fait, j'ai donné des cours aux fonctionnaires du gouvernement canadien pendant 4 ans. Et c'était très intéressant. Voilà, j'ai bien aimé cette expérience. Et puis en même temps, j'avais quand même du temps pour les enfants. Enfin, j'essayais d'avoir des horaires qui me permettent d'avoir du temps pour profiter aussi du pays, pour voyager. c'est vrai que aussi, bah, souvent les parents s'inquiètent un peu pour bah, l'adaptation des enfants. Toi, comment est-ce que vous, d'ailleurs, vous le ressentiez tout ça? Mais je dirais que tant que les enfants étaient petits, c'était relativement facile. Un peu comme des valises que tu transportes et ils disent rien, ils se plaignent pas, etc. Et puis avec les années, en fait, quand ils deviennent, parce que là, maintenant, on a un ado, en fait, qui va avoir 13 ans. Ah, les Et là, copains, c'est autre chose, les en fait. habitudes, Voilà. c'est Bon, ça. c'est difficile de voyager avec des enfants en bas âge, prendre l'avion, etc. Le décalage horaire, oui, c'est vrai. Mais accoucher à l'étranger, des choses comme ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Puis on n'a pas l'aide des grands-parents, on n'a pas la famille, voilà. Mais de l'autre, je dirais que quand les enfants grandissent, en fait, on remarque qu'ils sont pas toujours d'accord de partir.
et voilà, quitter leurs amis, etc. C'est pas forcément leur choix en fait. Et voilà, notre grand de 13 ans nous l'a fait comprendre. Voilà, moi j'ai pas choisi de partir, je veux rester avec mes amis, c'est votre choix, etc. Et bizarrement, quelques mois plus tard, donc voilà, ça c'était avant de partir en Australie. Bah aujourd'hui, à l'heure actuelle, il adore l'Australie et je pense qu'il ferait bien sa vie ici. Donc en fait, ça peut aussi totalement changer et c'est vrai qu'il faut persévérer, essayer de les convaincre en fait de ce que ça peut leur apporter comme richesse, etc. Mais ça prouve du coup leur adaptabilité, quoi, parce que finalement, Oui, c'est clair. il s'y plaît. C'est clair qu'ils doivent, enfin, ils n'ont pas vraiment le choix non plus, ils doivent s'adapter, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et puis d'un enfant à l'autre, en fait, je vois ma deuxième, par exemple, elle est beaucoup plus flexible. En fait, elle adore changer. Donc voilà, d'un enfant à l'autre, il y a des enfants de diplomètres, on sent qu'ils sont faits pour ça. Et puis il y en a d'autres où ils sont un peu plus récalcitrants et faut un peu plus les tirer. Et parfois, ça fait mal au cœur, en fait, parce qu'on se dit, en fait, c'est notre choix, c'est pas forcément le leur. Et on leur impose. Ouais. Et donc, alors, après le Canada, ça veut dire que vous avez fait le nombre d'années qu'il faut pour rentrer en Belgique, si je comprends Oui, bien. on a fait un peu plus, donc avec le stage, on a fait 8 ans et demi, presque 9 ans à l'étranger. Et donc là, retour à la case départ, en fait. Enfin, case départ, je sais pas. Enfin, on parle souvent d'impatriation, parce qu'un retour au pays, ben, d'un côté, c'est retour à ce qui est connu. Et puis de l'autre, ça reste comme une nouvelle expatriation en fait. On redécouvre son pays sous un autre angle parce qu'on a voyagé, parce qu'en fait on a l'impression que tout a changé. Et puis les amis, ben, ils sont toujours là, mais ils ont refait leur vie sans nous. Donc il faut se remettre, enfin se greffer en fait à la famille, aux amis, mais qui ont continué leur vie pendant que nous on était à l'étranger. Donc ça comporte quand même quelques difficultés. À la fois ça fait du bien aussi. Enfin j'avoue que nous on a bien vécu l'impatriation. On a décidé d'avoir notre troisième enfant justement en Belgique pour avoir pour une fois la famille autour de nous, etc. Et je pense que voilà, la Belgique, bah, c'était dur et à la fois, enfin, je l'ai vécu un peu comme une impatriation. Bon, on a décidé de vivre ailleurs que là où on s'était rencontrés, etc. Donc, on n'a pas vécu non plus aux mêmes endroits. Donc, c'était un peu comme un nouvel endroit ou une nouvelle vie. Ouais, tu le ressentais pas comme un retour en arrière ou quelque chose comme Mais ça, quoi. parfois oui, mais après voilà, on est parti, enfin moi j'avais 25 ans, j'avais pas d'enfant, et puis là je reviens, presque 3 enfants, on est à T'en as 5. presque trois. C'est différent en fait. Et puis il y a presque voilà moins de 10 ans qui se sont écoulés, mais il y avait 9 ans quand même, donc les choses ont changé. Donc, impatriation, plutôt cool. Moi j'ai bien aimé en fait. Je sais que pour beaucoup d'expats c'est très dur de rentrer, surtout en fait quand on a fait des pays très très Mais exotiques. quand tu sais que tu vas repartir, c'est quand même différent, Oui c'est je ça, c'est trouve. vrai que Quand tu sais que tu rentres, mais que c'est quoi qu'il arrive temporaire, je trouve que c'est moins difficile quand tu rentres définitivement. Enfin bon, après c'est mon point de vue, hein. non mais oui mais c'est vrai avec la perspective de repartir, mais après c'est dur aussi de repartir. C'est, Ouais, mais raconte-nous. Est-ce que tu as le choix aussi de dire, ben non, on veut plus partir pour un certain nombre d'années? Est-ce qu'il y a le droit de faire ça? Ben là, donc justement, normalement, on devait rentrer 3 ans, et donc moi, j'avais vraiment envie de travailler en fait dans mon domaine, puis j'avais envie de me poser en fait, que les enfants aussi aient un attachement, parce qu'en fait, quand on a quitté le Canada, notre fils nous disait, moi, je suis canadien, et je me dis bon, Ouais, ça fait mal. alors qu'il était né au Maroc, En voilà, bon, plus, ouais, non, d'origine c'est fou ça. belge. Donc finalement, je me dis, bah, il est né au Maroc, il dit qu'il est canadien, mais en fait, il est belge. Et puis enfin voilà, Ça je va me dis, il y a pas. un problème. Ouais, voilà, il faut se poser, il faut qu'il réalise qu'il est belge, il faut qu'il apprenne un peu à connaître son pays, profiter des grands-parents, de la famille, etc. Et donc, bah, là, on a décidé donc de se poser 3 ans. Et puis, en fait, moi, au niveau professionnel, je voulais vraiment passer des concours, essayer d'être nommée pour avoir quelque chose de sûr et pouvoir garder mon job en fait pour le futur. Et donc ça a été un peu mon objectif, mais 3 ans c'était trop court pour faire ça. Donc on s'est dit si on peut prolonger. Et en tant que diplomate belge, en fait, il y a la possibilité de partir en poste à Bruxelles, vu qu'en fait il y a l'OTAN et l'Union européenne. Et donc voilà, finalement mon mari a travaillé donc à représenter la Belgique auprès de l'Union européenne, et donc ça me Comme si c'était une mission. voilà, c'est en fait c'est vraiment comme un poste, et donc en fait ça compte dans les 4 ans à l'étranger. Mais alors ma question c'est, est-ce que vous pouvez aussi dire, stop, nous on veut plus partir, on veut rester dans notre pays?
En Belgique, je veux dire, pas quand vous êtes à l'étranger. Ou c'est C'est pas possible? possible, enfin, il va garder un job en Belgique, il sera simple fonctionnaire aux affaires étrangères, mais après, voilà, je pense qu'après, quand on a voyagé, quand on a pris goût à cette carrière, c'est très compliqué Oui, oui, oui. d'être un simple fonctionnaire dans un ministère, quoi. Oui, je Et comprends. voilà, donc, mais c'est vrai qu'on voilà, on n'avait pas forcément l'envie de repartir tout de suite, on avait envie de se poser quelques années. Donc vous êtes resté 7 ans en Belgique alors. 6 ans, 6 ans. Comment ça se passe après pour repartir? Qu'est-ce qui vous est proposé? De quoi vous avez envie? Mais bon, entre-temps, bah, il y a eu la crise sanitaire qui a quand même un peu chamboulé nos visions du monde. Et donc, je pense qu'on a eu envie de repartir justement à cause du fait de devoir rester là pendant 2 ans confinés et se dire, bah, on peut quand même pas voir la famille, on est quand même confinés. Donc au final, mais pourquoi pas repartir? Parce que c'est pour vivre une crise sanitaire tout seul dans son pays, bah, autant repartir. Puis dès le moment où on a pu revoyager, bah, ça a été un peu une bulle d'oxygène aussi. Et donc là, on a décidé de repartir après 6 ans. Et donc, en fait, on a choisi dans notre shortlist, voilà, on avait mis l'Australie en numéro 1. Vous avez mis quoi d'autre, tu te souviens? Après l'Australie, on avait mis la Finlande, donc totalement différent. Ah ouais, sympa. On avait mis la Finlande. Ouais. Bah, après, il y avait différents postes, mais c'était quand même assez compliqué dans le sens qu'il y avait beaucoup de postes où il n'y avait pas forcément la seniorité pour mon mari. Enfin, il y avait toujours, voilà, il y avait peu de possibilités. Alors il y avait le Bénin, il y avait le Liban. On a aussi fait le choix en fonction des enfants. Donc, enfants presque adolescents, on s'est dit l'Australie, c'est le rêve pour des ados. Moi, il y a des pays qui m'auraient vraiment bien tenté en tant qu'épouse, mais pour les enfants, je sentais que c'était pas adapté pour eux, quoi. Voilà, bah, le Liban, en fait, c'est un pays qui m'aurait fait rêver, mais au niveau sécuritaire, etc., voilà, on a finalement fait le choix. Bah, c'était quand même sur notre liste, on avait un peu de tout, et finalement, bah, on a obtenu l'Australie, donc on a été très contents. Bon, après, c'est le bout du monde Ouais, aussi, génial. donc c'était quand même une nouvelle, Complètement. voilà. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu des clichés ou des idées reçues que tu as, genre quand tu dis aux gens bah, que t'es femme de diplomate, que t'es là pour quelques années, qu'est-ce que t'as souvent comme réaction des gens Mais femme de diplomate, enfin, j'ai souvent l'impression que les gens ont des stéréotypes tels que voilà, tu travailles pas, tu sirotes des cocktails au bord de ta piscine, t'es avec tes Ferrero Rocher dans les dans les réceptions. Oui, tu passes ton temps finalement à prendre des cafés. Tu fais pas grand-chose de ta vie. Et donc je pense que oui, c'est important finalement de s'exprimer un peu sur cette carrière pour faire découvrir aux gens que c'est pas si simple, c'est pas aussi réducteur. Alors oui, le diplomate va à des réceptions et c'est vrai qu'on accompagne, mais voilà, en tant qu'épouse, on accompagne parfois, pas forcément tout le temps. Et puis en fait, parfois on n'a pas envie non plus. On a envie d'avoir juste une vie normale. Il y a aussi pas mal de voyages où le diplomate en fait doit partir dans différentes villes dans le pays où il est en poste. La femme peut pas toujours accompagner, donc bah, elle est finalement un petit peu le pilier sur qui la famille repose si elle a des enfants. Et puis si elle a pas d'enfants, bah, voilà, elle a un peu un rôle figuratif parfois aussi. Donc faut pouvoir jongler avec tout ça et se sentir un peu exister aussi. Et donc c'est important finalement, je pense, de d'avoir sa propre activité et de pas être juste la femme du diplomate. Il y a pas mal de concessions à faire, mais je pense qu'après la femme du diplomate a quand même un rôle essentiel à jouer. Et voilà, au-delà des clichés, je pense que il faut un petit peu percer et découvrir l'envers du décor. C'est sûr que voilà, la vie d'ambassadeur, les réceptions, les voyages et tout ça, ça existe. Maintenant, ça a évolué, c'est plus moderne aujourd'hui. C'est plus comme il y a 30, 40 ans. Est-ce que, en tant que femme de diplomate, toi, t'as vraiment des obligations ou pas du tout finalement? Il y a encore des obligations pour les femmes de diplomates. Donc c'est aussi en fonction de l'ancienneté du diplomate. Donc en commençant, on va dire que c'est assez minime. Et puis au plus il prend de la carrière, au plus il y a d'obligations pour le conjoint. Et donc une femme d'ambassadeur va avoir beaucoup plus de réceptions à organiser, etc. Ça reste encore un peu la mission classique hein, des ambassadeurs. Et donc en fait, la mission de la femme de diplomate, c'est aussi d'aller à la rencontre d'autres conjoints de diplomates, de recevoir aussi. Donc il faut encore organiser des réceptions.
on a un budget en fait par mois où on Ah oui, doit carrément. recevoir des collègues Union européenne, des collègues, ici c'est collègues australiens. Maintenant, c'est vrai que ça a évolué, et c'est plus dans un projet collectif au sein d'une ambassade, on va plus essayer de faire des événements tous ensemble plutôt que chacun de son côté. Et donc en fait, voilà, depuis que je suis en Australie, là, j'ai organisé un événement avec que des femmes. Et je fais pas ça, en fait, c'est pas quotidien, en fait. C'est pas comme une femme d'ambassadeur qui a beaucoup de réceptions, qui a plusieurs réceptions par semaine. Donc bientôt toi dans quelques années. Je sais pas encore, en fait. C'est vrai qu'on se pose parfois la question, est-ce qu'on a réellement envie, bon, c'est un peu l'aboutissement, comme je le disais. Je pense que mon conjoint, c'est forcément, son rêve, c'est de devenir ambassadeur. Après, je me vois plutôt être une femme moderne qui travaille, qui a une activité pour moi et qui fait pas que ça. Et puis, en fait, on peut avoir de l'aide aussi. Donc, tu peux déléguer, si tu as une réception organisée, tu peux demander à un traiteur ou à une société événementielle, ou tu peux avoir de l'aide. Tu as aussi des personnes de l'ambassade qui vont plus se consacrer à l'organisation des événements. Et du coup, parce que c'est vrai que la femme de diplomate, finalement, elle n'est pas spécialement payée pour faire ça, et puis elle peut aussi avoir une activité professionnelle à côté, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a encore, officiellement, il y a encore en fait un rôle à jouer. Alors ça évolue quand même dans les mentalités, c'est moins conservateur, c'est moins traditionnel par rapport à avant. Et il y a de plus en plus de femmes d'ambassadeurs qui ont une activité professionnelle, même si c'est pas encore tout à fait accepté par tout le monde, on va dire. Je pense qu'on va quand même vers une évolution, en fait. Il y a aussi des sortes d'associations de femmes, en fait, de diplomates ou d'ambassadeurs qui essayent qu'elles aient plus de droits, enfin qu'elles puissent avoir une pension, qu'elles puissent avoir, parce que finalement, en fait, on est quand même beaucoup présent dans la vie du diplomate et on n'est pas toujours reconnu, en fait. Voilà. En termes de droits de pension, par exemple, moi, ça a toujours été mon souci, c'est de me dire, un jour, est-ce que j'aurai une pension? Et si tu travailles pas, si tu te consacres entièrement à ton ambassade ou au métier de ton mari, en fait, non, t'auras rien au bout du compte, quoi. Bon. C'est fou quand même que t'aies pas de reconnaissance alors qu'on te demande entre guillemets de faire des choses. T'as de la reconnaissance, mais je veux dire, toi, c'est une reconnaissance, enfin voilà, symbolique, quoi. Je veux dire, c'est pas, bon voilà, Ouais, mais ça bon, évolue quand même avec le ça temps. va pas trop t'aider à la retraite, quoi. Non, c'est ça. Mais moi, ça a toujours été pour ça, en fait, que j'ai cherché à travailler, en fait. Enfin, moi, enfin, je trouve ça hyper important. Maintenant, c'est pas toujours conciliable. Et puis, tu as des pays où, en fait, tu vois, l'école, elle termine à 15 heures, ou le boulot de ton mari, il fait des horaires de dingue. Donc, en fait, tu dois être présente et tu sais pas forcément travailler dans chaque pays. Puis, tu as ces conventions. Parfois, t'as pas de convention entre les deux pays pour pouvoir travailler. Donc, parfois, c'est pas possible. Tu peux juste faire du volontariat, ou voilà. Maintenant, il y a des femmes qui le prennent très à cœur, qui aiment beaucoup ça. Et puis, je pense que si tu as un couple solide, voilà, il n'y a pas de problème, mais voilà, il y a quand même des divorces. C'est pas tout rose en fait, la carrière diplomatique. Bah c'est ça, on a déjà abordé quelques fois dans le podcast le sujet du conjoint suiveur, souvent des conjointes, pour qui c'est très compliqué de suivre le mari dans son projet à lui et de elle réussir à se réinventer, quoi. Oui, c'est un challenge en fait, hein. C'est vrai que pour moi, c'est ça qui est compliqué. Et puis à la fois, je me dis, on a tellement de choses à apprendre. C'est une carrière qui est vraiment intéressante. Et puis le fait de pouvoir changer de job, de découvrir différents pays, je trouve que c'est très enrichissant. Et c'est dommage finalement de se gâcher la vie et se dire, bah non, je vais rester au pays parce que je peux pas suivre mon conjoint, c'est pas possible. Enfin, le tout, c'est de trouver je pense, un équilibre et des sécurités, voilà, travailler, se constituer quand même une épargne, des choses comme ça. Et avoir un couple qui est suffisamment solide et puis un conjoint qui cherche le compromis, qui essaye que la femme puisse y être épanouie aussi dans sa carrière à lui. Eh ben, peut-être que tu peux nous dire, toi, tout ce que ces expériences t'ont apporté, déjà, tout ce qu'elles ont nourri en toi finalement. Et voilà, selon chaque pays, ça a été différent, mais je pense que je suis devenue quelqu'un de très flexible. Je suis prête un peu à m'adapter à pas mal de situations. Je pense que je suis plus patiente aussi par rapport à avant. Selon les pays, oui, voilà, on n'a pas la même notion de patience en fait selon les pays. Et puis voilà, je pense que de poste en poste, en fait, ça peut paraître de plus en plus difficile de bouger à nouveau, etc. Et puis au final, je pense que c'est l'inverse en fait. J'ai quand même plus facile par rapport au premier poste et je relativise beaucoup plus.
voilà, je suis plus prête à bouger, j'ai moins d'appréhension. Maintenant, c'est vrai que c'est la relation sociale, c'est parfois difficile, etc. Mais nous, ce qui nous a fait du bien, je pense, c'est aussi de se poser quelques années en Belgique. Et je pense que pour tout diplomate, c'est important de se poser à un moment donné, quoi. De pouvoir faire une parenthèse, de pouvoir créer des liens d'attachement pour les enfants, c'est essentiel. Et puis là, avec le dernier pays, l'Australie, c'était un cran d'éloignement plus élevé, on va dire, parce qu'on a fait voilà Maroc, puis Canada, puis Australie, donc de plus en plus loin. Et je pense que si j'avais fait l'Australie au départ pour l'éloignement, je pense que ça aurait été vraiment difficile. Et c'est ici, c'est le bout du monde, mais voilà, comme j'ai toujours fait des pays de plus en plus loin, en fait, ça me paraît pas insurmontable non plus. Puis les enfants sont plus grands pour voyager. Donc voilà, ça aide. Et puis c'est un petit peu la vie qu'on se crée sur place qui aide à vivre aussi cet éloignement. C'est qu'ici, en fait, je pense que la société australienne est quand même assez comparable à ce qu'on connaît en Europe ou en Amérique du Nord, par exemple. Donc voilà, au niveau culturel, il y a pas une grande barrière, donc c'est pas trop compliqué. Puis j'ai l'impression aussi, comme disait Amandine dans un ancien épisode, qui a gagné donc à la loterie de la carte verte aux États-Unis, elle disait que ouais, elle a quitté donc tout en France pour aller s'installer à New York quand elle a gagné, et que une fois qu'elle l'a eu fait une fois, elle se sentait beaucoup plus capable finalement, plus facilement, de le refaire, tu sais, une autre fois, quoi, recommencer ailleurs. J'ai l'impression que toi aussi c'est un peu ça finalement. Oui, en fait, c'est vrai, tout à fait. On y prend goût aussi. Enfin, je pense que, voilà, en fait, si je dois vivre toute ma vie au même endroit, je pense que ce serait difficile. Ah ouais, carrément. Parce que voilà, j'ai l'habitude de changer et qu'en fait, 4 ans, c'est quand même bien de se poser. Enfin, voilà, je pourrais pas bouger tous les ans, etc., surtout avec des enfants. De l'autre, voilà, avoir une vie métro, boulot, dodo et rester dans le même pays, toute une vie, en fait, cette perspective-là, ça m'effraie, hein. J'ai besoin de bouger maintenant, de là à changer tout le temps, peut-être pas, voilà. On fatigue aussi sur certains aspects. C'est vrai que ici, le déménagement pour Bah, tous les l'Australie, ans, t'as à peine le temps de t'installer, quoi. oui, c'est ça. Bon, après, voilà, ça dépend comment on voyage. Ici, le déménagement, ça a été compliqué, en fait. C'est vraiment vivre un déménagement aussi loin, avec autant de temps. Le démarrage, en fait, aussi, les écoles. En fait, les écoles avec des enfants plus grands, des listes d'attente, etc. Ouais, c'était plus compliqué à gérer. Plus les enfants grandissent, en fait, on dit petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Vraiment, c'est ça. Il y a plus de problématiques à régler et puis c'est pas juste un enfant qui va dire oui oui je viens, c'est vraiment ça devient des adultes en devenir, enfin c'est oui des ados en devenir, des adultes en devenir et ils ont vraiment leur mot à dire et on peut pas les forcer, donc c'est un peu dans la négociation, les convaincre, et c'est là que je me dis finalement ils ont pas choisi, donc on peut pas finalement continuellement changer de pays si ça leur convient pas. Sauf que vous avez pas vraiment le choix d'un côté. Non, on aurait pu rester, c'est vrai qu'on pourrait se dire on reste basé à Bruxelles et on bouge plus. Après, c'est vrai que pour Ah oui, c'est vrai, ouais, ce dont tu parlais tout à l'heure. le futur, je sais pas du tout de quoi le futur sera fait. Mais je sais que, par exemple, mon fils aîné, il repartira plus. Ce sera le dernier poste, vu que là, on va rester 4 ans en Australie. Il aura presque 17 ans quand on va revenir. Donc, il va faire ses études, à mon avis, en Belgique. Ou alors, il va tomber amoureuse d'une Australienne et restera vivre ici, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que lui, on ne le fera plus bouger. Enfin, ce sera soit il reste ici, soit il fait sa vie en Belgique. Voilà, et aussi le fait de voyager avec des enfants, de diplomates comme ça, c'est se dire que plus tard, enfin ça, je l'ai vraiment réalisé maintenant, c'est s'il rencontre quelqu'un sur place, il veut faire sa vie ici, se dire on peut avoir un enfant en Australie, un en Belgique, un dans un autre pays, et voilà, et on fait comment, quoi. C'est quand même un challenge aussi. Ouais, j'avoue, mais t'as encore le temps d'y penser. Ouais, j'ai encore le temps, c'est clair. Mais j'en prenais pas Tu conscience verras. avant. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, c'est vrai que tu peux aussi, comme tu disais, ta plus petite qui bouge beaucoup plus facilement. Tu vas aussi faire sûrement pas mal de globetrotter. Ce qui fait que oui, tu risques d'avoir des enfants aux quatre coins de la planète souvent. Oui, enfin, je pense que de toute façon, ça forge un petit peu hein, le fait d'avoir quand même quelque chose dans son histoire qui est lié à l'étranger. Voilà. Les langues aussi, c'est vrai que pour nos enfants, ça c'est aussi quelque chose où on trouve que c'est très riche. Ben ça, c'est ce que je voulais aborder aussi. Je pense que c'est vraiment un beau cadeau que vous leur faites quand même au niveau des langues, hein. Oui, oui, c'est clair. Ici avec l'anglais, Puis l'ouverture d'esprit à une autre culture, tout cet aspect-là. oui, c'est génial. C'est vrai que pour les enfants, c'est top. Oui, donc là, vous restez 4 ans en Australie. Est-ce que toi, tu as d'autres envies de pays dans lesquels tu aimerais aller?
Après l'Australie, de toute façon, en fait, comme voilà, on a fait un poste à Bruxelles, enfin un poste, on revient de suite en Belgique, en Ah oui, fait. ça compte Ouais, comme on revient de l'étranger, suite c'est en vrai. Belgique 3 ans. Maintenant, après, ce sera la question de repartir, et je pense qu'après, mon mari sera prêt pour devenir ambassadeur. Donc, ce sera la question. C'est voilà, les enfants, une partie des enfants vont rester en Belgique. Mon mari veut devenir ambassadeur. Voilà, qu'est-ce qui sera disponible comme poste? Est-ce qu'il y aura des postes européens où moi je peux faire des allers-retours entre les enfants et mon mari? Voilà, on y a déjà Toi, pensé. c'est plus ça que tu aimerais? Mais pas forcément, mais je pense que ce serait le plus simple. Enfin voilà, si jamais les enfants restent en Belgique, on imagine peut-être, je sais pas, par exemple Genève, c'est pas trop loin. On peut facilement revenir, ils peuvent venir passer les week-ends, donc ça peut être un bon compromis. Maintenant, généralement, un jeune ambassadeur, donc un diplomate qui devient ambassadeur, il va avoir plutôt des postes lointains et un peu difficiles. Ah ouais. Donc ça, c'est un choix. Soit il reste diplomate encore pour un poste, avec un poste un peu plus sympa, soit il fait un poste un peu plus difficile et devient ambassadeur. Donc il faudra voir en fait ce qui sera disponible. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas vraiment avoir des projets parce qu'on ne sait pas dans 4 ans, enfin 4 ans plus 3 ans, on ne sait pas ce qui sera disponible Bah en ouais, fait. Comme il y a des rotations tous je les comprends. ans, c'est en fonction des diplomates qui reviennent de postes que les postes se libèrent, etc. Quoi. Donc, maintenant, on aura fait Océanie, Maghreb, Amérique du Nord. Donc c'est vrai que si on peut faire un peu différent, pourquoi pas l'Amérique latine, je dis l'Europe, voilà, Ah l'Europe, ouais. ça peut Je être. pensais à Scandinavie. Scandinavie, ouais, c'est bien. Scandinavie, moi, j'aimerais bien parce que voilà, la proximité et puis en même temps, c'est quand même sympa. C'est notre culture en plus, vraiment. Non, ça me tente très bien. On avait mis la Finlande, donc je pense on est prêt à partir. Après, c'est plus la longueur des hivers, en fait, qui... Et des journées. Ouais, les journées, la lumière, en fait, le manque de lumière, en fait, c'était ça. Mais la culture, Ouais. ça a l'air vraiment sympa. Et puis les voyages sur place aussi. Non, c'est tentant. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Ça m'a fait trop plaisir d'en découvrir plus sur ce métier qui est si mystique, je trouve, qui déchaîne presque les passions parfois. J'aimerais beaucoup qu'on conclue cet épisode, peut-être tout simplement avec toi, qu'encourage des parents à sauter le cap de partir vivre à l'étranger avec leurs enfants, tout simplement, qui n'osent pas. Oui, mais merci à toi aussi de m'avoir écouté ici. Et puis voilà, j'espère que sur base des développements précédents, vous avez aimé ce parcours atypique. Et puis je vous souhaite en tout cas plein d'aventures dans cette carrière particulière qu'est la carrière diplomatique. Et puis si vous êtes sur le point de partir en expatriation, je vous souhaite plein de bonheur et surtout bonne chance dans cette nouvelle voie. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.